comprendrez mon émotion d'être ici en Barousse, d'avoir passé la journée. Alors certes, c'est vrai qu'il manquait François Fortassin, mais j'avais la chance d'être entourée et de M. Marot, Pascal, Laurent et Jean Glavani qui m'a fait l'honneur de me proposer de l'accompagner dans cette aventure. Parce que c'est vraiment une aventure particulière. Même lui, avec l'expérience qu'il a, il dit on n'a jamais vu une situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et c'est vrai que comme l'ont dit Pascal et Laurent, c'est le moment de travailler en bonne intelligence, comme on sait le faire ailleurs, dans une intelligence constructive, collective, pour essayer de se mettre au service de ce jeune président qui doit réussir, comme Jean le développera tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est la façon que j'ai de fonctionner depuis plusieurs années, puisque dans nos petites communes, dans nos communautés de communes, c'est la façon que l'on a de fonctionner, de prendre les décisions qu'on pense être les meilleures, qu'elles viennent de droite ou de gauche, mais toujours en essayant de ne pas perdre ses propres convictions et en essayant de penser, alors ça c'est mon côté social, de penser à ceux qui sont le plus en difficulté et qui sûrement ne peuvent pas forcément ou prendre la parole ou s'interposer lorsqu'ils ont des difficultés et qu'on leur impose certaines choses. Donc il me semble que je me retrouve dans ce que va vous présenter Jean, et c'est pour ça que j'ai été très flattée et que j'ai accepté de le suivre, parce qu'il me semble vraiment qu'il a toute l'expérience pour soutenir cette majorité présidentielle. Et quand je dis expérience, ce n'est pas que du temps passé, parce que l'expérience, ça peut n'être que du temps passé, mais c'est aussi beaucoup de compétences sur des sujets aussi divers que l'agriculture, forcément, de par son passé, en tant que ministre de l'Agriculture. Et tous ces jours-ci où nous sillonnons le monde rural, nous rencontrons beaucoup d'agriculteurs, des personnes aussi non agricultrices, mais il sait expliquer toutes les politiques mises en place, les lois qu'il a votées ou qu'il n'a pas votées, et ça c'est une vraie richesse dont nous ne devons pas nous passer dans ce département. Un autre élément que j'ai eu l'occasion de constater au niveau donc, du travail, des missions que nous menons au niveau du conseil départemental, c'est vrai que j'ai pu apprécier, parce que ça je ne le voyais pas forcément en tant que simple citoyenne ou maire d'une petite commune, tout ce qu'il peut apporter lorsqu'il y a des soucis comme une fermeture de perception, un hôpital qui se sent fragilisé. Et bien à ce moment-là, c'est vrai qu'on se tourne très facilement tous vers Jean Glavani, comme on se tournait facilement vers François Fortassin ou vers Joseph Durieux, parce qu'on se dit, là on a la bonne personne, celle qui va aller directement voir celui qu'il faut, nous orienter vers, et puis avoir le sens du compromis pour trouver des bonnes solutions. Donc vraiment, je me sens tout à fait en phase avec lui dans ce contexte-là, et je lui fais toute confiance évidemment pour qu'il mène à bien durant cette législature tout ce qui lui sera proposé, comme il va vous l'exposer, en étant donc partie prenante de cette majorité, mais en restant vigilant avec ses convictions, et il me semble vraiment que c'est ce dont nous avons besoin actuellement. Donc merci à vous tous pour votre écoute, et encore merci à tous ceux qui m'ont accompagné pendant les années de Barousse. Je cite personne parce que j'en oublierai sûrement, mais je pense à beaucoup de monde actuellement. Voilà, merci. Bon, je vais me lever parce qu'on a fait beaucoup de voitures assis. Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord je voudrais dire à Ginette mes remerciements pour son accueil dans cette mairie où on a déjà fait campagne ensemble, et j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver là. C'est vrai que je vais commencer par ça, c'est impossible d'être ici, d'être en Barousse aujourd'hui comme on l'a été la semaine dernière avec René, avec Pascal et avec Laurent, sans avoir une pensée plus qu'émue pour François qui nous a quittés, que nous avons porté en terre à Sarp. Je suis même retourné récemment avec le maire de Sarp parce que ces obsèques avaient été... j'allais dire, elles n'étaient pas finies pour nous parce qu'on s'est retrouvés dans la salle des fêtes, ce qui était normal pour laisser la famille le porter en terre, mais du coup, moi, j'avais pas été me recueillir sur sa tombe, et donc j'ai réparé ce manque il y a quelques jours. Et c'est vrai que François était un ami, depuis que je suis arrivé dans ce département, c'était il y a 30 ans. Il m'avait accueilli, comme François avait dit d'ailleurs, avec beaucoup de chaleur, d'amitié, de fidélité. Et François était un radical
très épris de l'union entre les radicaux et les socialistes, et moi j'étais un socialiste, très épris de l'union entre les socialistes et les radicaux, et on se retrouvait souvent pour parler de ça. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai été le voir assez régulièrement à son domicile ou à l'hôpital, puis de nouveau à son domicile, puis de nouveau à l'hôpital. Des fois j'ai croisé René, des fois j'ai croisé Pascal, et je l'ai accompagné de mon amitié, et lui m'accompagnait aussi de son amitié, de son affection, qui était toujours très touchante. François était un affectif pur, vous le savez. François était un homme qui était touchant parce qu'il avait la larme à l'œil, je dis pas facilement, mais souvent. Et c'était aussi cette tendresse-là qui était touchante chez lui. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage parce que je ne peux pas ne pas le faire ici, et que moi c'est un personnage qui m'a marqué, et qui, comme à vous aussi, va me manquer. Et cette pensée est une pensée de fidélité, je tiens beaucoup à ça. Donc Ginette, merci. Je vais remercier René Marot, le président j'allais dire de cette communauté de communes, mais de l'ancienne et de la nouvelle. L'ancienne de la Barousse et la nouvelle de la Barousse, elle s'appelle toujours de la Barousse, ou des Nestes aussi, je ne sais pas son nom. Nest Barousse. Bon. Et ce qui est une tâche pas facile, je le sais, nous en parlons souvent. Bon, mais c'est pas facile ici comme c'est pas facile ailleurs d'ailleurs, parce que ces nouvelles communautés de communes qui ont grandi, ont réuni des communautés de communes qui avaient des compétences différentes, des fiscalités, d'intégration fiscale très différentes, et l'harmonisation est difficile. Mais on est au moment où on vient de mettre le pavé dans la mare, et on est tous un peu éclaboussés, mais je suis absolument confiant dans la capacité de toutes ces communautés de communes à apprendre à travailler ensemble, à s'harmoniser. J'ai encore plus confiance ici qu'ailleurs, compte tenu des qualités de René, que je connais depuis longtemps aussi, et qui a toutes les qualités à la fois de sérieux, de rigueur, et en même temps de rondeur, pour arrondir les angles qui, je le sais, ont parfois besoin d'être arrondis par ici. Bon, et puis je veux saluer aussi mes deux jeunes collègues du conseil départemental, Pascal et Laurent, le binôme, comme on dit, de ce canton, qui regroupe donc la même... qui s'appelle aussi Barousse, et qui est l'Almezan Nest Barousse, qui est un peu plus grande que la communauté de communes quand même, et qui sont arrivés au conseil départemental il y a 2 ans. Pascal était une collaboratrice de François, et donc on avait appris à travailler ensemble depuis longtemps, et Laurent aussi, que j'avais connu comme dans les circonstances qu'il a décrites. Je suis vraiment très touché qu'il soit à mes côtés dans toutes ces visites de communes dans la Barousse, parce que ça montre que le témoin, qu'on passe le témoin ensemble, et qu'il y a une fidélité à une histoire commune qui pour moi est très importante. Et puis bien sûr, je vais dire un mot de Joël, qui est à mes côtés. Bon, vous venez de l'entendre, Joël est d'abord c'était une infirmière de profession, vous l'avez connue ici en Barousse comme ça. Elle est toujours un peu infirmière, même si après ses diverses fonctions en Barousse, à Galan et ailleurs, elle a fini par trouver l'enseignement. Elle s'est reconvertie dans l'enseignement au lycée agricole de Massogue, où elle enseigne l'économie sociale dans le volet. Au lycée agricole, il y a le volet agricole et le volet service en milieu rural, et elle est enseignante là. Et Joël est la mère d'un petit village qui s'appelle Tilliouz, dans les baronnies, entre Alzac et Cavers, la porte d'entrée est des baronnies, petit village de 120 habitants quand même. Il y a bien des communes rurales plus petites dans cette circonscription. Et puis elle est vice-présidente de la communauté de communes, du SMECTOM, du SMTD, enfin il y a plein de choses qui montrent qu'elle est très investie dans le travail de développement local et d'intercommunalité. Et puis il y a 2 ans, comme Laurent et Pascal, elle est arrivée au conseil départemental où les anciens comme moi l'avons accueillie. Et assez vite, elle a pris la présidence pas tout de suite d'ailleurs, la présidence de la commission des solidarités départementales, qu'on appelait avant la commission des affaires sociales, tu t'en souviens Pierre, et qui est une commission importante, où ça gère rien que à peu près la moitié du budget du département, puisqu'il y a l'APA, le RSA, les allocations handicapées, etc. Et où elle a réussi formidablement. Alors je ne veux pas la faire rougir, mais même Michel Pellieux dit tellement de bien d'elle que je ne peux qu'ajouter mes éloges aux siens. Bon, simplement, j'ai choisi délibérément Joël comme suppléante parce que je savais que ce combat serait difficile. Même s'il n'y avait pas eu l'éruption d'un nouveau parti, d'un nouveau président, etc., on va dire que le quinquennat qui s'achevait avait provoqué beaucoup de déceptions, et que donc la partie serait difficile. Et je voulais vraiment avoir quelqu'un qui avait du rayonnement dans ce territoire. Et Joël, elle est connue partout, elle est appréciée partout, et
Et j'avais sous-estimé d'ailleurs cet impact, parce que chaque jour je découvre que partout où l'on passe, elle est connue, elle est respectée, elle est appréciée. Et je voudrais lui dire à quel point je suis, donc pas seulement satisfait, parce que ce serait limité, mais touché et ému de sa contribution à notre aventure commune. Voilà, une fois que j'ai passé en revue les remerciements de ceux qui ont pris la parole, nous sommes engagés dans cette campagne électorale qui arrive après celle des présidentielles, qui, comme le disait le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui est intervenu de manière un peu inattendue lors de la passation de témoins, inattendue parce qu'aucun président de Conseil constitutionnel ne l'avait fait avant lui, a dit que cette élection avait été chamboule-tout. Je retiens l'expression. Elle a été chamboule-tout de fait, puisque les deux grands partis de droite et de gauche qui se succédaient au pouvoir depuis 40 ans, et qui plus est avaient fait des primaires pour s'assurer de la qualification au deuxième tour, n'ont pas été qualifiés, ont été éliminés à droite et à gauche. Évidemment, ce deuxième tour étonnant entre Madame Le Pen, ça on avait déjà eu un deuxième tour avec Monsieur Le Pen le père, mais on n'avait pas eu avec un candidat nouveau qui, il y a 2 ans, était ministre, certes, il y a 2 ans, mais qu'on n'imaginait pas président de la République, qui plus est à 39 ans et jeune, et a fait irruption dans la vie politique d'une manière tout à fait spectaculaire et à certains égards très admirable même, au sens de l'exploit que ça représente. Bon. Et donc les partis se retrouvent, et tous les partis se retrouvent éclatés, et on essaie de trouver des points de repère pour reconstituer, recomposer la vie politique après cette décomposition. Alors il y a une première manière de recomposer la vie politique pour nous, c'est le territoire. C'est le territoire, et c'est pour ça que, avec Joël, après avoir beaucoup hésité, mais parce que ça représente beaucoup de temps, on a décidé d'aller partout, dans toutes les communes de la circonscription. C'est un challenge important, 289 communes, cette circonscription est immense, elle représente, comme l'autre circonscription, 115 000 habitants, à quelques centaines près, mais elle a 105 communes de plus que celle de Janine Dubié, et ça fait beaucoup. Mais on a décidé de maintenir cette tradition, parce que c'est une tradition dans le département, même si nous sommes les seuls à la maintenir, peut-être parce que nous sommes les seuls, que peut-être les gens prendront la différence, les citoyens et les électeurs, comme Janine d'ailleurs est la seule à le faire dans sa circonscription. Pourquoi ? Parce que cette tradition, elle est profondément démocratique, elle nous permet d'aller vers les citoyens, qui ne se disent pas, qui c'est ceux-là, ils se présentent à nos suffrages, et puis on ne sait même pas qui ils sont pas venus nous voir, donc on va partout. Et c'est aussi une manière de rendre hommage aux élus municipaux, aux maires. Nous sommes des grands défenseurs des communes rurales. Eh bien, le meilleur moyen de commencer cette défense, c'est d'aller reconnaître les maires et les élus municipaux dans leur mairie. Et cette démarche-là aussi, elle a quelque chose de très républicain dans notre idée. Alors ça fait beaucoup de réunions, beaucoup de visites, mais en même temps, c'est d'une richesse extraordinaire. Parfois, le matin tôt, on a un maire ou un maire seul avec un adjoint, à d'autres moments, il y a 3-4 personnes, à d'autres moments 5-6, parfois avec 12, parfois 25, à 6 os dans le Magnoac, à peine 100 habitants, 25 personnes, et on n'arrivait plus à en partir. À Ardingos, au-dessus d'Arro, 11 habitants, ils étaient tous là, parce que personne ne vient les voir. Même les Allemands ne sont pas montés là-haut pendant la guerre, dit-on. Et vous voyez la richesse de ces échanges, on l'a vu encore aujourd'hui. C'est Joël qui me faisait remarquer, mais René aussi et Laurent, à quel point, dans chaque mairie, au fond, on n'a pas parlé de la même chose. À chaque point, les dialogues se nouent sur des sujets différents, et c'est pour nous palpitant. Et la deuxième manière de respecter, d'honorer le territoire, c'est de dire que nous sommes les candidats de ce que j'appelle l'équipe des élus du département, l'équipe de la majorité du département, bien sûr, dont le capitaine d'équipe est Michel Pellieu, le président du Conseil général, dont le soutien nous est extrêmement précieux. Il existe une équipe des élus du département. C'est celle dont le capitaine est Michel Pellieu, et autour duquel il y a évidemment la majorité des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, cher Pascal, qui sont aussi dans la majorité. Les 2 sénateurs, François évidemment, étaient dans cette équipe un pilier incontournable, et les deux députés. Et nous sommes unis parce que nous sommes toujours solidaires sur les grands dossiers du département, sur toutes les choses importantes dans le département, car nous avons le souci de l'efficacité.
Ben, cette équipe, vous la connaissez, elle a une couleur politique, elle est de gauche, elle est de centre-gauche, de gauche, elle est radicale et socialiste, socialiste et radicale. Et c'est comme ça que Jeannine est candidate PRG soutenue par le PS dans la circonscription d'à côté, et que moi, je suis candidat socialiste soutenu par le PRG ici. Pour moi, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens parce que j'ai toujours milité pour que la gauche soit rassemblée et non pas divisée, et que quand il y a au moins deux partis qui continuent à s'entendre et à travailler ensemble, pour moi, ça a beaucoup de sens, et y compris par rapport à ces grandes personnalités qui ont milité toujours pour cette union, qui étaient François Abadie ou François Fortassin, par exemple, qui comme je le disais tout à l'heure, avaient un engagement décisif dans ce sens. Voilà. Donc, nous sommes l'équipe du territoire, mais ça ne suffit pas. Je voudrais maintenant aborder évidemment le plan national, en disant que tous autour de cette table, nous avons fait voter, soutenu l'élection d'Emmanuel Macron. Certains dès le premier tour, d'autres ici autour de cette table, mais dès le premier tour, et d'autres plus rares d'ailleurs qu'au deuxième tour. Mais avec la même énergie, parce qu'il y avait le danger de Madame Le Pen, et qu'il fallait à ce moment-là ne pas hésiter, ne pas, comment dire, rabioter nos ambitions ou notre engagement. Et c'est pour ça que je dis toujours que moi j'ai fait 60 réunions dans des mairies, parce que j'avais commencé avant ma campagne pour appeler à voter Macron, quand bien des candidats d'En Marche n'en ont pas fait autant, même pas la moitié, ni le dixième. J'ai fait 2 conférences de presse, j'ai écrit à tous les électeurs de ma circonscription pour dire « faut voter Macron », quand j'ai jamais vu un candidat d'En Marche en faire autant. Donc je n'ai pas boudé mon engagement pour faire élire ce président. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas là parce que maintenant il faut regarder devant soi. Et la question qui nous est posée, c'est la première des questions qui est posée aux électeurs, et je ne veux pas l'éviter, c'est doit-on soutenir Emmanuel Macron ou pas dans le quinquennat qui arrive? C'est une question qui nous est posée souvent, et y compris des gens nous disent « allez-vous le soutenir ?» Ce président qui vient d'être élu, allez-vous le soutenir? Et ma réponse est incontournable, oui. Pourquoi oui? C'est pas Emmanuel Macron tellement qu'on va soutenir. Après tout, je dis souvent en plaisantant, à 39 ans, il a déjà réussi tellement de choses, cet homme, que bon, il n'est pas une réussite près. Non, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut aider la France à réussir dans les 5 ans qui viennent. Il faut que le quinquennat qui arrive soit utile à la France et aux Français. C'est ça la question. Et si on pense qu'il faut que le quinquennat qui arrive doit être utile à la France et aux Français, alors il faut aider le président de la République à le soutenir. À le réussir, pardon. Et donc il faut le soutenir. Et si je dis, j'ai voté pour lui, j'ai fait voter pour lui, je me suis réjoui de son élection, je souhaite qu'il réussisse, et je veux l'aider à réussir, eh ben, ça définit notre appartenance à la majorité présidentielle, ou alors je n'y comprends rien. C'est ce qui fait que nous sommes, à cause de tout ça, dans la majorité présidentielle. Mais ça ne suffit pas, parce qu'ils disent, bon, très bien, les choses sont... Non, les choses ne sont jamais simples en politique. Alors, il a fallu qu'on les complique un peu. Parce qu'il y a un parti qui s'est créé autour du président, même si maintenant je trouve qu'il devrait prendre plus exemple sur le président, depuis que ce parti lui échappe un peu, je le trouve moins intéressant que le président lui-même, enfin ça c'est autre chose. Il y a un parti qui s'est mis en marche et qui a distribué des investitures. Et vous avez remarqué que ni Jeannine Dubié, dans la circonscription de la côté, ni moi, nous sommes soutenus par En Marche. Pourquoi? Nous aurions pu l'être. Nous aurions pu l'être. Je vous fais cette confidence, mais Jeannine Dubié tout autant. Il suffisait pour cela de renier nos appartenances, elle au Parti radical de gauche et moi au Parti socialiste. Et la proposition nous en a été faite. Mais j'ai expliqué à ces gens du parti, et Jeannine l'a dit à sa façon aussi, quand elle a dit cette formule que je trouve toujours amusante, je suis né radical, je mourrai radical, elle a dit à sa façon que voilà, elle ne changerait pas d'étiquette. Et moi j'ai dit à l'équipe de Marche, mais écoutez, vous plaisantez, si Emmanuel Macron est élu le dimanche, et que le lundi matin je change de maillot, je change d'équipe, de club, j'ai plus le même maillot, la même équipe, qu'est-ce que vous alliez dire, vous, citoyens de cette circonscription? Qu'est-ce que vont penser les citoyens? Ils vont dire, Glavany est un opportuniste qui est prêt à tout pour se faire élire. Et j'étais perdu en termes de crédibilité, les choses allaient... Donc j'ai dit à Jean d'En Marche, acceptez qu'on vienne aider le président dans cette majorité présidentielle, mais en restant nous-mêmes, sans passer sous les fourches codines d'un parti qui se veut unique et dominateur. C'est une question qui est très centrale, d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que se sont retrouvés Jeannine Dubié avec un candidat d'En Marche contre elle, et moi avec un candidat d'En Marche contre moi, mais qui en plus
qui est un homme dont Laurent a raison de dire que, comme maire de Bagnères, c'est maire d'une commune très importante de ma circonscription, je me suis très bien entendu avec lui. D'ailleurs, il disait partout, moi je veux rester maire de Bagnères et je ne vois pas pourquoi je serais député, puisque je m'entends très bien avec Jean Glavany qui fait bien son travail. On l'a convaincu du contraire, mais je me suis bien entendu avec lui. Mais c'est un homme de droite. C'est un homme de droite. Alors il dit non, je ne suis pas droite, je suis de centre-droit. Le centre-droit, c'est la droite. D'ailleurs, le centre, déjà, c'était la droite dans l'histoire de la République. Mitterrand disait, le centre, c'est ceux qui sont ni de gauche, ni de gauche. Et donc le centre, il a toujours été à droite, alors le centre-droit encore un peu plus. Mais peu importe. En plus, il n'y a plus de candidats, il n'y a pas de candidat officiel du Parti des Républicains, il n'y en a pas dans cette circonscription, ce qui fait du maire de Bagnères le candidat de la droite. Très bien. Ce qui fait qu'au fond, après la première question qui était posée, est-ce que vous voulez soutenir Emmanuel Macron dans son action, est-ce que vous voulez qu'il réussisse ou est-ce qu'il ne voulait pas? Lui à droite et moi à gauche, on répond oui, on veut le soutenir. Et il y a des gens à gauche, à l'extrême gauche, chez Mélenchon, au front de gauche, ou à droite, à l'extrême droite, ou au Parti des Républicains, qui disent non, nous ne voulons pas le soutenir, nous serons dans l'opposition. Donc il reste un deuxième critère de choix, et pour le soutenir, est-ce que vous voulez plutôt investir ou soutenir quelqu'un, élire quelqu'un qui est à droite ou quelqu'un qui est à gauche? Et c'est là, je dis, les deux raisonnements suivants. Est-ce qu'on veut un parti unique dans notre pays? C'est un raisonnement qu'a tenu un peu Laurent tout à l'heure. Est-ce qu'on veut qu'un parti unique, un parti godillot, un peu comme l'UDR a été créé par De Gaulle au début de la Ve République, un parti qui écrase tout sur son passage, domine la vie politique française, ou est-ce qu'on veut une coalition diverse avec des gens libres de penser? C'est une première question. C'est une question centrale. Est-ce que la démocratie française sera plus riche avec un parti unique et dominateur et godillot qu'avec une coalition de partis dans leur diversité? Et regardez autour de nous, en Europe, ce sont des coalitions qui se sont construites et qui ont transformé et réformé les pays. Donc c'est une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous voulez plutôt favoriser dans cette majorité un homme de gauche ou un homme de droite, c'est-à-dire influer, peser à gauche ou peser à droite? C'est une question centrale. Le président de la République avait dit « je ferai travailler des gens de gauche avec des gens de droite ». Cette idée a été très approuvée par l'opinion, on le dit tous les jours. Nous ne devons pas la sous-estimer, par des gens de gauche et par des gens de droite, qui tous les jours nous disent « vous allez l'aider, arrêtez vos bisbilles, vos chamailleries, vos divisions, vos oppositions, travaillez ensemble à réformer le pays ». Cette idée est passée aussi bien à droite qu'à gauche. Et ça veut dire faire travailler des gens de droite et des gens de gauche ensemble. C'est pas la mer à boire, on a déjà fait ça dans nos conseils municipaux, dans les communautés de communes a fortiori, dans les départements, les régions, et même au Parlement, on travaille les gens de gauche et les gens de droite ensemble. Vous voyez souvent à la télévision les petites fenêtres là, des émissions de 15h le mardi et le mercredi qui passent sur FA3 où on se chamaille beaucoup, parce que c'est des jeux du cirque. Vous savez pourquoi? C'est parce que la télévision est là. Et quand la télévision est là, ça déforme toutes les attitudes. Mais en fait, dès qu'on est après en commission, on travaille ensemble, droite et gauche réunis. Moi, tous les travaux parlementaires, tous les rapports parlementaires que j'ai faits depuis que je suis parlementaire, je les ai toujours faits avec des parlementaires de droite, parce qu'on a l'habitude de travailler en binôme. Donc cette idée, elle est bien passée. Et du coup, il l'a mise en application au gouvernement. Il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Il y a un Premier ministre de droite qui est arrivé à Maison. Je suis un homme de droite. Il y a des ministres de gauche importants, comme Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb et d'autres. Mais il n'a pas dit je veux des gens de droite et des gens de droite. Il a dit je veux des gens de droite et des gens de gauche. Et donc dans la majorité, il faut des gens de droite et des gens de gauche. Et donc cette majorité qui demain va marcher sur deux jambes, il faut qu'elle ait une jambe droite et une jambe gauche. Et je vais vous faire une confidence, je pense qu'il y a besoin plutôt de muscler la jambe gauche en ce moment. Je pense qu'il y a besoin de muscler la jambe gauche. Je pense que la gauche a besoin d'être plus représentée, plus influente, plus représentée, plus influente et plus pesante, plus en dynamique dans cette majorité, sinon risque de se retrouver phagocyté dans un dialogue unique avec la droite. C'est ça qui menace. Moi, je pense qu'il faut peser à gauche. Et c'est pourquoi je dis, eh bien, ce gouvernement et cette majorité, ils ont besoin de femmes et d'hommes de gauche qui seront loyaux, qui ne seront pas frondeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas l'âme frondeuse. Je n'aime pas les croche-pattes et les coups de poignard dans le dos. Ils seront loyaux, mais qui seront debout avec leurs convictions, c'est-à-dire que nous sommes des hommes et des femmes de gauche, nous n'avons pas peur de le dire, la tête haute. Ça veut dire que nous avons des convictions profondes, fondées sur notre amour de la justice sociale, notre volonté de lutter contre les inégalités et contre les injustices.
Et ça doit peser. Ça doit peser avec toute la force de nos convictions et nous serons libres de le dire tranquillement. Alors je pourrais prendre plein d'exemples, mais je pense par exemple que si on veut faire peser la CSG sur les retraites, comme je l'entends, augmenter la CSG sur les retraites, pardon, je dis oui, mais sur les grosses retraites, c'est acceptable, sur les petites, ça n'est pas acceptable. Et quand on m'explique que 1200, ça devient une grosse, 1200 euros par mois, ça devient une grosse retraite, je dis mais vous rêvez, quoi, vous savez, ça fait même pas de quoi payer une maison de retraite, justement, n'est-ce pas, Laurent? Non. Ou quand on me dit faut alléger l'impôt sur les grandes fortunes, je dis attention, vous avez entendu ces cris de colère et de révolte même pendant l'élection présidentielle, ceux qui ont voté Mélenchon ou Front National, c'était des cris de colère sociale, de douleur sociale, et vous pensez que c'est le moment d'alléger l'impôt sur les plus riches? Attention, mon conseil à moi, constructif, c'est d'attendre que la France retrouve un 3 ou 4% de croissance, un emploi qui est dynamique, des investissements, une économie en plein devenir. Peut-être là on pourra parler de ça, comment favoriser l'investissement productif des plus riches. Mais aujourd'hui, dans la situation de douleur sociale où nous nous trouvons, ça n'a pas de sens de faire cette mesure symbolique. Vous voulez réformer le Code du travail par ordonnance? Attention! Attention! D'abord, je ne sais pas bien ce que veut dire cette réforme. Je vous le dis, franchement, on me dit réforme du Code du travail par ordonnance. Je ne sais toujours pas ce que veut dire cette réforme, ce qu'elle contiendra. Et d'ailleurs, les syndicalistes qui ont été reçus à l'Élysée sont sortis en disant que c'était très chaleureux, c'était très cordial, on s'est tout dit, mais on n'a toujours pas le contenu de ce qu'ils veulent faire. Donc, mais je dis surtout, commencez par ne faites pas la même bêtise qu'avait fait le gouvernement précédent dans la première version de la loi El Khomri, c'est-à-dire de lancer un projet sans en avoir discuté, sans avoir négocié avec le syndicat. Ne faites pas la deuxième bêtise qu'avait fait le gouvernement, ensuite de passer à coup de 49.3, ce qui a été très mal vécu par l'opinion en disant c'est brutal, l'ordonnance c'est encore plus brutal. Il faut que des gens libres disent ça au gouvernement loyalement et au président. Et si je veux dire, je vais quelque chose, un argument que j'ai jamais entendu, mais que je livre aussi, que je n'ai jamais exprimé. J'entends dire on va supprimer la réserve parlementaire. Encore une idée sur laquelle c'est trop opaque, c'est trop obscur et c'est trop suspect. Rien d'obstacle, les réserves parlementaires sont des crédits d'État qui passent par les préfets avec des dossiers transparents. Et bien cette mesure-là, sans doute parce que quelques députés très rares en ont abusé dans leurs aides aux associations, notamment dans le milieu urbain, eh ben elle va pénaliser qui? Le monde rural. Et les petites communes qui savent que la réserve parlementaire, c'est du beurre dans les épinards ou un peu d'huile dans les engrenages pour boucler un dossier d'investissement. Donc eh bien, il faut qu'il y ait des élus ruraux qui soient face à ce parti unique, un peu godillot et dominateur qui sera très urbain, probablement, qu'il y ait des élus ruraux qui disent attention, la réserve parlementaire, quand il s'agit d'aider une petite commune à investir dans la place du village ou la réfection du toit de l'église ou la salle des fêtes, c'est pas suspect, c'est transparent. Moi, ma réserve parlementaire, elle est sur mon site depuis 10 ans, bien avant que ça soit obligatoire. Bon. Et tout le monde sait à qui je donne ces petites sommes, qui sont des sommes d'ailleurs généralement dérisoires, ce n'est pas des subventions principales. Donc il faut qu'il y ait des gens qui disent, qu'il y ait des députés qui soient à la fois loyaux, je l'ai dit, fermes et debout avec leurs convictions et libres dans leur comportement. C'est ça l'enjeu de notre élection. Donc nous serons, voilà pourquoi nous serons dans cette majorité si nous sommes élus, face à ce candidat de la droite qui tôt ou tard devra s'assumer en tant que tel. Nous serons élus, si nous le sommes, par le peuple de gauche rassemblé qui dira, voilà, nous voulons un député de gauche et sa suppléante de gauche dans cette assemblée pour peser à gauche dans cette majorité et influer pour que le progrès social suive, accompagne le progrès économique et que la justice sociale soit aussi au rendez-vous de ce quinquennat. C'est le sens de notre engagement.